En ce moment même, assis à lire ces lignes, vous bougez. Et pas doucement. Vous êtes emporté autour du centre de la galaxie à plus de 800 000 km à l'heure. Et vous ne sentez absolument rien, parce que tout ce qui vous entoure tombe à la même vitesse impossible. Le ciel nocturne paraît parfaitement immobile. Il paraît plus que tout sûr. Et cette immobilité est l'illusion la plus convaincante qu'on vous montrera jamais. Parce que la bande de lumière paisible au-dessus de nos têtes n'est pas un endroit tranquille qui se trouve nous abriter. C'est une machine tournante de quelques centaines de milliards d'étoiles, ancrée par un trou noir qui souffle des bulles avec les morts d'étoiles et déchire silencieusement de plus petites galaxies. La seule raison pour laquelle elle semble douce, c'est que nous l'observons depuis la seule voie la plus sûre, la plus silencieuse qu'elle contient. Sortez de cette voie dans n'importe quelle direction et la galaxie cesse d'être douce très vite. Ce soir, nous allons voyager vers l'extérieur à travers elle, couche par couche, et découvrir exactement pourquoi notre galaxie devient plus effrayante à mesure que vous vous éloignez. Installez-vous confortablement. Si vous aimez que votre sentiment de foyer soit silencieusement retourné comme un gant, un petit like et un abonnement aident cette chaîne à atteindre d'autres esprits curieux comme le vôtre, parce qu'à la fin de cette soirée, cette bande de lumière douce et familière ressemblera moins à un ciel paisible et davantage à ce qu'elle est vraiment. Maintenant, glissons doucement dans l'obscurité. Ce soir, si le ciel est dégagé et que vous êtes assez loin des lumières de la ville, vous pouvez sortir et lever les yeux vers la seule structure assez grande pour contenir tout ce que vous avez jamais connu. La Voie lactée est cette rivière de lumière pâle qui se déverse à travers l'obscurité, et elle ressemble à la chose la plus paisible du monde. Elle ne bouge pas, elle ne menace pas, elle est suspendue là, douce, argentée et immobile, de la même façon qu'elle a été suspendue au-dessus de chaque être humain qui ait jamais vécu. Et le sentiment qu'elle donne à la plupart d'entre nous est le calme. Ce calme est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Parce que ce calme est un mensonge, pas un mensonge malveillant, juste un mensonge de distance et de synchronisation. Le genre que l'univers raconte sans le vouloir. Et dès l'instant où vous commencez à voyager vers l'intérieur de la chose que vous regardez, le calme commence à se défaire. Voici la question que je veux que vous gardiez à l'esprit pendant les 2 prochaines heures. Parce que tout ce que nous faisons ce soir est une tentative d'y répondre. Pourquoi notre galaxie devrait-elle devenir plus effrayante à mesure que vous voyagez? C'est une chose étrange à même poser. Un endroit est un endroit. La bande de lumière au-dessus de nos têtes ne semble pas plus dangereuse dans une partie que dans une autre. Et pourtant, plus vous vous y enfoncez dans presque toutes les directions, plus ça empire, et ça empire de façons qui sont spécifiques, mesurables et réelles. À la fin de cette soirée, vous comprendrez exactement pourquoi le ciel sûr et doux sous lequel vous vous tenez est la vue la plus trompeuse de la galaxie qu'il soit possible d'avoir. Laissez-moi commencer par vous dire où vous êtes, parce que vous l'imaginez presque certainement de travers. Vous vivez sur une petite planète rocheuse en orbite autour d'une étoile ordinaire. Et cette étoile ne se tient pas immobile au centre de quoi que ce soit. Elle tombe sans fin autour du centre de la galaxie à une vitesse qu'il est difficile de rendre réelle. Le Soleil se déplace à environ 230 km chaque seconde. C'est plus de 800 000 km à l'heure. Le temps que vous lisiez cette phrase à voix haute, vous et votre planète entière avez parcouru quelques milliers de kilomètres autour de la galaxie. Et vous n'avez rien senti parce que tout ce qui vous entoure tombe à la même vitesse. Toute la voie tranquille dans laquelle vous vivez se déplace ensemble. Et ce mouvement partagé fait partie de la raison pour laquelle cela semble si immobile. Le Soleil se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an. Et la lumière est la chose la plus rapide qui existe, traversant 300 000 km chaque seconde. Quand je vous dis que vous êtes à 26 000 années-lumière du centre, je vous dis qu'un faisceau de lumière se déplaçant à la limite de vitesse absolue de l'univers aurait besoin de 26 000 ans rien que pour atteindre le milieu de la structure dont vous faites partie. Et le milieu n'est pas le bord. La galaxie mesure quelque chose comme 100 000 à 120 000 années-lumière de diamètre. Vous vivez dans sa banlieue, dans une rue tranquille, dans une petite maison. Et ce soir, nous allons quitter cette maison et parcourir toute la longueur de la galaxie. Et je veux que vous remarquiez comment le sentiment change à chaque pas. Considérez combien de temps le Soleil fait ce voyage. Il faut au Soleil entre 225 et 250 millions d'années pour boucler une seule orbite autour du centre galactique. Les astronomes appellent cet intervalle une année galactique. Le Soleil est en vie depuis environ 4 milliards et demi d'années, ce qui signifie que dans toute son existence, il n'a accompli qu'environ 20 de ces boucles énormes. 20. La dernière fois que le Soleil était dans la position qu'il occupe ce soir, les dinosaures n'étaient pas encore apparus sur Terre. Un âge entier de la vie, depuis les premiers dinosaures jusqu'à leur extinction, et la longue ascension des mammifères et l'arrivée de nous autres, s'est déroulé dans le temps qu'il a fallu à notre étoile pour parcourir les 3/4 d'une seule boucle. Voilà l'horloge à l'intérieur de laquelle nous vivons, et elle est si lente et si régulière que nous la confondons avec l'immobilité. Et la galaxie elle-même ne reste pas immobile pendant que le Soleil tourne en son sein.
La Voie lactée entière se déplace à travers l'espace, dérivant à travers la structure plus large des galaxies autour d'elle à des centaines de kilomètres par seconde. Mesuré par rapport à la faible lueur résiduelle laissée par la naissance de l'univers, le cadre de référence ancien contre lequel tout mouvement cosmique peut être jugé, notre galaxie voyage à quelque chose comme 630 km par seconde, emportée par la gravité de structures encore plus vastes très loin au-delà d'elle. Rien dans votre position n'est donc fixe. Vous tournez sur une planète qui orbite autour d'une étoile qui tombe autour du centre d'une galaxie à 800 000 km à l'heure, et cette galaxie entière fonce elle-même à travers l'univers plus vite encore. L'immobilité du ciel nocturne est la plus profonde des illusions. Vous n'avez jamais été au repos, pas une seule seconde de votre vie, et rien de ce que vous avez jamais touché non plus. Il y a un dernier chiffre que je veux vous laisser avant que nous ne partions, parce qu'il fixe l'échelle de ce que nous allons traverser. La galaxie contient entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles. Nous ne connaissons même pas le nombre avec précision, ce qui devrait vous dire quelque chose en soi, que nous ne pouvons pas compter les soleils de notre propre galaxie plus exactement que cela, parce que la plupart d'entre eux sont trop faibles, trop lointains et trop cachés derrière la poussière pour être vus. Chacune de ces centaines de milliards d'étoiles est un soleil. Beaucoup d'entre elles avec leur propre planète, leurs propres nuages extérieurs gelés, leur propre voisinage tranquille ou violent. Et le soleil, l'étoile qui signifie tout pour nous, la source de chaque lever de soleil et de chaque récolte et de chaque après-midi chaud dans toute l'histoire humaine, est l'une d'elles. Pas une étoile spéciale, pas une étoile centrale. Une étoile ordinaire parmi des centaines de milliards, parcourant une orbite tranquille dans la banlieue. Et nous sommes sur le point de découvrir ce qui l'entoure. Voici la première fissure, le premier indice que le calme cache quelque chose. La raison pour laquelle le ciel paraît si doux n'est pas que la galaxie est douce. C'est que nous vivons par hasard à l'une des adresses les plus calmes possibles en son sein. Et nous voyons tout depuis cet unique point abrité. Imaginez que vous êtes né dans la seule pièce la plus silencieuse d'un bâtiment immense. Un bâtiment qui est, dans la plupart de ses autres pièces, en feu, inondé ou en train de s'effondrer. Si vous ne quittiez jamais cette pièce et si les murs étaient assez épais, vous pourriez passer toute votre vie à croire que le bâtiment est un endroit paisible. Vous auriez tort, mais vous n'auriez aucun moyen de le savoir, parce que votre seule preuve serait le calme autour de vous. C'est exactement notre situation. Nous vivons dans la voie tranquille, et la voie tranquille nous a convaincus que toute la galaxie est une voie tranquille. Laissez-moi vous donner la première raison pour laquelle notre adresse est si inhabituellement sûre, parce qu'elle va établir le schéma de tout ce qui suit. L'espace immédiatement autour du Soleil est plus vide que la moyenne galactique. Nous sommes assis à l'intérieur d'une sorte de creux, une cavité dans le gaz qui remplit l'espace entre les étoiles. Et à l'intérieur de cette cavité, le gaz est bien plus dilué qu'il ne l'est dans la plupart de la galaxie. Les astronomes l'appellent la bulle locale, et elle mesure environ 1000 années-lumière de diamètre. Nous allons passer la prochaine partie de notre voyage à l'intérieur d'elle à comprendre comment elle s'est formée, parce que la manière dont elle s'est formée est la première chose véritablement inquiétante que vous apprendrez ce soir. Mais pour l'instant, retenez simplement ce fait. Le vide qui rend notre ciel si propre et si calme n'est pas la condition normale de la galaxie. C'est une bulle, et quelque chose l'a soufflé. Réfléchissez à ce que cela signifie que notre sécurité vienne du vide. Sur Terre, nous associons la sécurité à l'abri, aux murs et aux toits, à la présence de choses autour de nous. Mais ici, dans l'espace entre les étoiles, c'est l'inverse. Les endroits dangereux sont les endroits encombrés, ceux pleins de gaz, de poussière et d'autres étoiles, parce que ce sont les endroits où les choses entrent en collision, s'effondrent et explosent. Les endroits sûrs sont les endroits vides. Et nous vivons dans un endroit inhabituellement vide, une poche dégagée, ce qui est exactement la raison pour laquelle rien n'a atteint jusqu'à nous pour nous déranger depuis très longtemps. Dès que nous quittons cette poche, nous perdons cette protection. Et cette protection est la seule raison pour laquelle nous sommes là pour remarquer son absence. Le vide autour de nous a une histoire, et cette histoire est écrite dans les morts d'étoiles. Pendant longtemps, les astronomes ont remarqué quelque chose d'étrange dans le gaz de notre voisinage immédiat. L'espace entre les étoiles n'est pas véritablement vide. Il est rempli d'un mince brouillard de gaz et de poussière, des atomes dérivant dans l'obscurité. Et la densité de ce brouillard varie d'un endroit à l'autre. Dans la plupart de la galaxie, près du plan où le Soleil réside, il y a une certaine quantité de cette matière, assez pour atténuer la lumière des étoiles lointaines et assez, dans les zones plus denses, pour finir par s'effondrer en étoiles nouvelles. Mais juste autour du Soleil, le gaz s'amincit dramatiquement. Nous sommes assis dans un trou. Le gaz ici est environ 10 fois moins dense que la moyenne galactique. Et il est aussi étrangement chaud, chauffé à des températures bien supérieures aux nuages froids qui remplissent la majeure partie de l'espace interstellaire. Quelque chose a dû creuser ce trou et le chauffer. Et la réponse, élaborée au fil des décennies et affinée par les mesures de ces dernières années, est à la fois simple et inquiétante. Le trou a été soufflé par des étoiles en explosion. Quand une étoile massive atteint la fin de sa vie, elle ne s'éteint pas tranquillement. Elle s'effondre et détonne en supernova.
L'un des événements les plus violents que la galaxie produise, surpassant brièvement en éclats des milliards d'étoiles ordinaires et projetant ses couches extérieures dans l'espace à des milliers de kilomètres par seconde. L'onde de choc d'une telle explosion balaie le gaz environnant, le pousse vers l'extérieur et laisse derrière elle une cavité en expansion de matière chaude et ténue. Notre bulle locale est la cavité combinée laissée par toute une série de ces explosions. En 2022, une équipe d'astronomes a publié une reconstitution soigneuse de la façon dont cela s'est produit, et l'image qu'ils ont assemblée mérite qu'on s'y attarde. Ils ont retracé les étoiles jeunes et les régions de formation d'étoiles près du Soleil et ont découvert que presque toutes se trouvent à la surface de la bulle locale, comme des gouttelettes d'eau accrochées à l'intérieur d'un ballon en expansion. En remontant dans le temps, ils ont conclu que la bulle avait été creusée par environ 15 supernovae commençant il y a environ 14 millions d'années. 15 étoiles sur des millions d'années, chacune explosant et ajoutant son choc à la cavité grandissante, balayant le gaz vers l'extérieur et l'entassant en une coquille où de nouvelles étoiles naissent aujourd'hui à partir de la matière comprimée. Nous vivons à l'intérieur du creux que ces explosions ont laissé derrière elles. La coquille de ce creux n'est pas une abstraction non plus, parce que nous pouvons désormais la voir. Le gaz comprimé balayé à la surface de la bulle locale est exactement l'endroit où de nouvelles étoiles se forment aujourd'hui. Et ces dernières années, les astronomes ont retracé une grande vague de nuages de formation stellaire traversant notre voisinage. Une chaîne ondulante de gaz longue de milliers d'années-lumière, posée exactement le long du bord de la bulle. Quand vous cartographiez les jeunes amas d'étoiles les plus proches du Soleil, ils ne se dispersent pas au hasard dans l'espace. Ils s'alignent sur la surface de la bulle comme du givre se rassemblant à l'intérieur d'un ballon. Parce que les mêmes explosions qui ont dégagé notre cavité ont aussi entassé le gaz en une coquille assez dense pour s'effondrer en la prochaine génération d'étoiles. La bulle locale n'est pas simplement un trou vide, c'est un mur d'usine. Et nous sommes assis dans l'espace dégagé en son centre, observant de l'intérieur les suites du processus qui construira les soleils qui viendront après le nôtre. Voici la partie qui devrait vous faire redresser, ou peut-être vous enfoncer plus profondément, selon la façon dont vous prenez ces choses. Le Soleil n'a pas créé cette bulle. Le Soleil n'est pas la source de ces explosions, et le Soleil ne siège pas au centre de cette cavité depuis toujours. Le Soleil est simplement de passage. Notre étoile suit sa propre orbite autour de la galaxie, et cette orbite ne l'a amenée dans la bulle locale que dans les 5 derniers millions d'années environ. Nous y avons dérivé. Nous sommes des touristes dans ce vide, traversant une cavité que d'autres étoiles ont ouverte bien avant nous. Et nous finirons par dériver de l'autre côté et retourner dans un gaz plus dense. Le ciel propre et calme que vous avez vu ce soir est la vue depuis l'intérieur d'une cavité que nous traversons par hasard, et la traversée est temporaire. Laissez cela recadrer la bande de lumière paisible au-dessus de vos têtes. La raison pour laquelle vous pouvez voir autant d'étoiles, la raison pour laquelle la nuit semble si claire et si ouverte, c'est en partie que le gaz autour de nous a été balayé par les morts d'étoiles massives. Si nous étions assis dans l'une des régions plus denses de la galaxie, enfouis dans un épais nuage de gaz et de poussière, le ciel serait plus terne, plus brumeux. Les étoiles lointaines estompées et rougies. Notre vue inhabituellement bonne est un effet secondaire d'explosions proches. La clarté même qui fait paraître la galaxie douce est l'empreinte digitale de sa violence. La fenêtre est propre parce que quelque chose a fracassé les murs. Nous pouvons même trouver les débris de ces anciennes explosions sur Terre, et c'est là que cela cesse d'être abstrait. Les supernovae forgent des éléments lourds et les projettent dans l'espace. Et parmi ces éléments se trouve une forme radioactive particulière de fer appelée fer 60. Le fer 60 n'est produit par aucun processus ordinaire sur Terre, et il se désintègre en quelques millions d'années. Donc, si vous le trouvez dans des couches anciennes de roches, il a dû arriver de l'extérieur récemment en termes cosmiques. Et nous le trouvons. Des dépôts de fer 60 ont été découverts dans la croûte, au fond des océans et même dans des échantillons rapportés de la surface de la Lune. Les quantités et le moment pointent vers une ou plusieurs supernovae explosant à environ 300 années-lumière de nous, il y a environ 2 à 3 millions d'années. Imaginez. Il y a 2 à 3 millions d'années, alors que les premiers membres de notre propre genre marchaient debout à travers les plaines d'Afrique, la lumière d'une étoile mourante aurait gonflé dans leur ciel nocturne, s'intensifiant au fil des jours en quelque chose qui rivalisait avec la Lune, brûlant là pendant des semaines avant de s'éteindre lentement. Et la matière de cette explosion, les atomes cuisinés dans l'effondrement final de l'étoile, a dérivé à travers des centaines d'années-lumière d'espace et s'est déposée finalement dans la boue au fond des océans terrestres, où nous l'avons extraite et identifiée. Les morts d'étoiles ne sont pas des rumeurs lointaines. Elles sont physiquement présentes dans le sol sous la mer. Elles font partie des archives de notre planète. Voici la moitié rassurante du tableau, parce que je vous ai promis l'honnêteté et pas seulement l'effroi. Une supernova à 300 années-lumière est assez loin pour être inoffensive. Elle illumine le ciel et ensemence la région en éléments lourds, mais elle n'endommage pas la biosphère. Le rayon de danger d'une supernova, la distance à l'intérieur de laquelle le flot de radiation pourrait sérieusement nuire à la vie sur une planète,
est estimé quelque part entre 25 et 50 années-lumière. 300 est confortablement au-delà. Nous avons reçu les bénéfices du vide sans la blessure. C'est le genre de chance étroite que nous allons continuer à trouver ce soir. Et cela vaut la peine de remarquer combien elle est étroite. Parce que remarquez ce que la bulle locale nous dit vraiment. Elle nous dit que notre vide paisible a été fait par des événements qui, s'ils s'étaient produits juste un peu plus près, auraient été mortels. Les mêmes supernovae qui ont dégagé notre ciel et rendu notre vue si claire auraient arraché l'ozone de l'atmosphère terrestre et baigné la surface de radiations ultraviolettes si elles avaient explosé à quelques dizaines d'années-lumière au lieu de quelques centaines. Notre sécurité n'est pas l'absence de danger. C'est un danger qui s'est trouvé se produire à une distance sûre. La bulle est la cicatrice d'une bataille que nous étions assez proches pour voir et assez loin pour survivre. Et nous vivons dans le cratère silencieux depuis lors, prenant le cratère pour un jardin. Et la nôtre n'est pas la seule de ces cratères. La galaxie est criblée de ces bulles, des cavités soufflées par les supernovae et par les vents féroces d'étoiles massives, se chevauchant et s'entrecroisant à travers tout le disque. Dans certains modèles, une grande partie de l'espace entre les étoiles près du plan galactique est une mousse de tels creux. Un ensemble de cavités creusées par des générations d'étoiles mourantes, avec le gaz plus dense balayé dans les murs entre elles. Notre bulle locale est simplement celle dans laquelle nous nous trouvons. Elle se connecte aux cavités voisines et au fil des millions d'années, tandis que le Soleil continue son orbite, il dérivera hors de celle-ci et éventuellement dans une autre, ou dans le gaz plus dense d'un mur entre elles. La poche propre et vide dont nous jouissons ce soir est une cellule dans un nid d'abeilles énorme d'espace soufflé. Et le nid d'abeilles lui-même est le registre du nombre d'étoiles qui ont vécu et sont mortes dans notre partie de la galaxie. Le vide ici n'est pas l'état originel des choses. Le vide est ce que la violence laisse derrière elle. Le mouvement du Soleil à travers tout cela vaut la peine d'être retenu parce qu'il est le thème de tout le voyage. Nous ne sommes pas ancrés. Nous ne sommes pas protégés par un abri permanent. Nous nous déplaçons constamment à travers un environnement changeant, et l'agrément de nos environs actuels est une question de l'endroit où nous nous trouvons en ce moment dans un voyage qui dure des centaines de millions d'années. En ce moment, nous sommes dans une bulle dégagée. Dans le passé, nous étions dans un gaz plus dense, et dans le futur, nous le serons à nouveau. Le calme est une phase, pas un état. Si vous pouviez accélérer le temps et regarder le Soleil traverser la galaxie sur des centaines de millions d'années, vous le verriez plonger dans et hors de nuages, frôler les ondes de choc d'explosion, monter et descendre à travers le plan encombré de la galaxie, et les conditions autour de lui oscilleraient entre le vide propre et un brouillard épais et dangereux. Ce soir est un tronçon propre. Ce soir est une bonne nuit, mais ce soir n'est pas la règle. Nous avons donc fait notre premier vrai pas, et déjà le ciel a changé de sens. Le vide n'est pas la paix, c'est les suites d'explosions. Un espace temporairement dégagé que nous traversons, parsemé des débris d'étoiles mortes, dont certains gisent dans le fond de nos propres océans. Gardez cela à l'esprit tandis que nous allons plus loin, parce que le schéma va se répéter et s'intensifier. Chaque couche de protection que nous pelons va se révéler être de la chance, du minutage ou de la distance plutôt qu'une véritable garantie. Et nous avons à peine quitté la maison. Nous sommes encore dans le territoire du Soleil, encore dans la région que le Soleil peut appeler, en un certain sens, son domaine. Dans la prochaine partie, nous allons voyager jusqu'au bord même de ce domaine, jusqu'à l'endroit où le Soleil perd finalement son emprise et nous remet à la galaxie elle-même. Et nous allons découvrir que la limite du territoire solaire est bien plus éloignée qu'on ne vous l'a jamais dit. Demandez à la plupart des gens où se termine le système solaire et ils imagineront la planète la plus lointaine, Neptune, et s'arrêteront là. Neptune orbite à environ 30 fois la distance entre la Terre et le Soleil, une unité que les astronomes appellent l'unité astronomique. La lumière du Soleil, qui atteint la Terre en environ 8 minutes, a besoin de plus de 4 heures pour ramper jusqu'à Neptune. Cela donne déjà l'impression d'une fin. Neptune est sombre, froide et lente, la dernière des grandes planètes, et au-delà, la carte semble devenir blanche. Mais Neptune n'est nulle part près du bord du territoire solaire. Pour trouver le vrai bord, il faut voyager vers l'extérieur non pas 30 fois la distance Terre-Soleil, pas 100 fois, mais des dizaines de milliers de fois, dans une région si éloignée que le Soleil lui-même n'est plus un disque dans le ciel, mais simplement l'étoile la plus brillante parmi d'autres. Le Soleil fait plus que briller. Il souffle un vent, un flot constant de particules chargées s'écoulant vers l'extérieur dans toutes les directions, emportant son champ magnétique avec lui. Ensemble, ils gonflent une énorme bulle autour du Soleil, une région où l'influence du Soleil domine sur le gaz ténu de l'espace interstellaire. Cette bulle s'appelle l'héliosphère, et sa frontière extérieure, là où le vent solaire perd finalement la pression pour repousser le gaz au-delà, s'appelle l'héliopause. Nous savons exactement où elle se trouve, parce que nous y avons envoyé quelque chose. La sonde Voyager 1, lancée en 1977, a franchi l'héliopause en août 2012 à une distance d'environ 120 et une unité astronomique du Soleil. Sa jumelle, Voyager 2, a franchi quelques années plus tard. Pour la première fois dans l'histoire, des machines humaines sont passées hors de la bulle propre du Soleil et dans l'espace entre les étoiles.
Mais ne laissez pas le mot franchissement vous tromper en vous faisant croire que les voyagers sont allés loin. Elles sont les objets les plus rapides et les plus lointains que l'humanité ait jamais lancés, se déplaçant à environ 17 km par seconde, et elles voyagent vers l'extérieur depuis presque un demi-siècle. Et dans tout ce temps, à cette vitesse prodigieuse, elles n'ont couvert qu'une fraction infime de la distance jusqu'au nuage de Oort, et une fraction véritablement négligeable de la distance jusqu'à l'étoile la plus proche. Si Voyager 1 était de quelque façon dirigé vers Proxima du Centaure, ce qui n'est pas le cas, elle aurait besoin de quelque chose comme 70 à 80 000 ans pour y arriver. 70 000 ans à 17 km par seconde pour atteindre la seule étoile la plus proche. C'est plus long que toute l'étendue de l'histoire humaine enregistrée et non enregistrée combinée. L'obscurité entre les étoiles n'est pas un écart que l'on traverse. C'est un gouffre dans lequel on tombe et à travers lequel on voyage pendant des âges. Bien au-delà de l'héliopause, bien au-delà de tout ce que les voyagers atteindront pendant des dizaines de milliers d'années, se trouve une coquille de corps glacés si distant et si faible que nous ne les avons jamais vus directement. Et pourtant, nous savons qu'elle doit être là, parce que nous regardons des morceaux en tomber vers l'intérieur. C'est le nuage de Oort, et c'est le véritable territoire extérieur du Soleil. Le nuage de Oort est censé commencer quelque part autour de 2000 unités astronomiques du Soleil et s'étendre vers l'extérieur jusqu'à quelque chose comme 50 000, voire 100 000 unités astronomiques. 100 000 unités astronomiques, c'est plus d'une année-lumière. C'est presque une année-lumière et demie. L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, est à 4 années-lumière et quart. Donc le bord extérieur du propre nuage de comète du Soleil atteint une fraction substantielle du chemin vers l'étoile suivante. Le territoire du Soleil et celui de l'étoile voisine se touchent presque. Les comètes du nuage de Oort ne se sont pas formées là-bas dans l'obscurité gelée. Elles se sont formées bien plus près, parmi les planètes géantes, dans la région plus chaude où il y avait assez de matière pour les construire. Et puis, tôt dans la vie du système solaire, la gravité de Jupiter et des autres planètes géantes les a projetées vers l'extérieur, les dispersant par milliers de milliards dans d'énormes orbites lointaines jusqu'au bord même du territoire solaire. Le nuage de Oort n'est pas une population native, c'est un nuage d'exilés, des corps nés près des planètes puis jetés à la frontière, où ils tournent depuis dans l'obscurité. De temps en temps, l'un d'eux retombe, basculant vers le Soleil sur une orbite qui prend des millions d'années, et nous le voyons briller en comète à longue période. Un visiteur de la frontière revenant brièvement vers la chaleur, avant de repartir dans le froid pour un autre million d'années. Quand vous imaginez le système solaire comme un ensemble rangé de planètes autour d'une étoile, vous imaginez un minuscule point brillant au centre d'un domaine si vaste qu'il frôle presque ses voisins. À l'intérieur du nuage de Oort dérivent des milliers de milliards de corps glacés, les miettes restantes de la formation du système solaire, projetées à ces distances énormes il y a longtemps et laissées à tourner dans le froid et l'obscurité. Ils sont si loin du Soleil qu'ils mettent des millions d'années à boucler une seule orbite. Et ils sont si faiblement retenus, si loin sur le bord de l'emprise gravitationnelle du Soleil, qu'ils peuvent être perturbés par des choses que le système solaire intérieur ne sent jamais. Une étoile de passage dérivant à 1 ou 2 années-lumière peut tirer sur le nuage de Oort extérieur et en détacher une pluie de comètes, les envoyant basculer vers l'intérieur en direction du Soleil au cours des millions d'années suivantes. La douce marée de la galaxie elle-même, l'attraction collective de toutes les autres étoiles et du gaz, est assez forte à ces distances pour compter. Ici, au bord du territoire solaire, nous ne sommes plus à l'abri de la galaxie, nous y sommes exposés. Nous pouvons même nommer une étoile qui approche. Une petite étoile faible appelée Gliese 710 se trouve actuellement à environ 62 années-lumière et se dirige grossièrement dans notre direction. Dans environ 1 300 000 ans, elle traversera le nuage de Oort extérieur, passant peut-être à 10 000 unités astronomiques du Soleil. Elle ne heurtera rien. Mais sa gravité remuera le nuage extérieur, poussant des comètes hors de leurs orbites longues et lentes, dont certaines tomberont vers l'intérieur au cours des âges suivants. La galaxie a déjà expédié une étoile vers le bord de notre foyer, et elle est en route. Imaginez chevaucher vers l'extérieur sur une seule comète, un corps glacé parmi les milliers de milliards, dérivant au bord extérieur du nuage de Oort à plus d'une année-lumière du Soleil. Regardez en arrière d'où vous venez. Le Soleil est là, mais ce n'est plus le Soleil que vous connaissez. Ce n'est pas un disque. Il ne projette ni chaleur ni lumière qui permettrait de lire. C'est simplement l'étoile la plus brillante dans un ciel par ailleurs identique à la nuit interstellaire. Un unique point jaune surpassant légèrement ses voisins. Et si vous ne saviez pas déjà quelle étoile c'était, rien ne la marquerait comme spéciale. Les planètes ont disparu depuis longtemps, invisibles, perdues dans l'éclat de ce seul point brillant. La chaleur de la Terre, le bleu de ses océans, le monde entier qui vous a construit s'est effondré en une tête d'épingle que vous peineriez à trouver. Et pourtant, techniquement, vous êtes encore chez vous. Vous êtes encore, selon le calcul de la gravité, à l'intérieur du domaine du Soleil. C'est ici que le système solaire cesse tranquillement de signifier quoi que ce soit, dans une obscurité si complète que le Soleil n'est plus qu'une étoile parmi d'autres. Et il n'y a pas de ligne, pas de mur, pas de panneau,
pour vous dire le moment exact où vous êtes parti. Nous avons franchi le dernier bord du territoire solaire, et maintenant, pour la première fois, nous sommes véritablement dehors. Le Soleil est derrière nous, une étoile parmi le champ, et devant nous s'étend l'espace entre les étoiles, le milieu interstellaire, l'obscurité qui remplit l'écrasante majorité de la galaxie. L'espace entre les étoiles contient du gaz, principalement de l'hydrogène, à une densité moyenne d'environ 1 atome par centimètre cube. Un atome dans un volume de la taille d'un morceau de sucre. Le meilleur vide que nous puissions créer en laboratoire sur Terre contient encore bien plus d'atomes par centimètre cube que l'espace interstellaire. Le gaz entre les étoiles est un meilleur vide que tout ce que nous pouvons fabriquer. Si vous tendiez la main et la balayiez à travers 1 mètre cube d'espace interstellaire, vous recueilleriez peut-être 1 million d'atomes, ce qui semble beaucoup jusqu'à ce que vous vous rappeliez qu'une seule bouffée d'air ordinaire contient plus d'atomes qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers observable. L'obscurité entre les étoiles est vide presque au-delà de la compréhension, et pourtant, elle n'est pas sans trait. Traversant ce gaz ténu se trouvent des champs magnétiques, des lignes de force invisibles qui façonnent le mouvement des particules chargées à travers des années-lumière. Y dérivent des grains de poussière, de minuscules particules de carbone et de silicate, la suie et le sable de la galaxie, qui atténuent et rougissent la lumière des étoiles lointaines. Et la traversant à presque la vitesse de la lumière se trouvent les rayons cosmiques, des noyaux atomiques accélérés à des énergies prodigieuses par les ondes de choc de supernovae lointaines, filant maintenant à travers l'espace interstellaire dans toutes les directions. Il y a des planètes ici, n'orbitant autour de rien, dérivant simplement seules à travers l'espace entre les étoiles, sans soleil pour les éclairer ni les réchauffer, errant dans l'obscurité à n'importe quelle vitesse qu'elles avaient quand elles ont été libérées. Les astronomes les appellent des planètes errantes ou des planètes flottantes, et les estimations suggèrent qu'elles sont communes. Les chiffres vont de milliards à autant de milliers de milliards de planètes errantes à travers la galaxie. Certaines études ont suggéré que les planètes errantes surpassent peut-être les étoiles en nombre. Il y aurait peut-être plus de planètes errant seules dans l'obscurité, liées à aucune étoile, qu'il n'y a d'étoiles brillantes dans la galaxie entière. Considérez ce que cela donnerait de se tenir sur un tel monde. Il n'y aurait pas de jour. Il n'y aurait pas de soleil pour se lever, pas de chaleur sur votre visage, pas de ciel bleu. L'objet le plus brillant au-dessus de vous pourrait être une étoile proche, un seul point brillant pas plus utile pour la lumière que Vénus dans notre propre ciel. Le sol serait gelé plus dur que n'importe quelle glace sur Terre, et il le resterait pour toujours, parce que rien ne va jamais le réchauffer. Et ce monde se déplacerait silencieusement à travers l'obscurité dans un voyage sans destination, ayant quitté son lieu de naissance il y a longtemps, et se dirigeant vers rien en particulier pendant des milliards d'années. Il y a peut-être 1000 milliards de tels mondes dans notre seule galaxie. L'obscurité entre les étoiles n'est pas vide, elle est pleine de planètes gelées et sans soleil, et nous ne verrions jamais venir une seule d'entre elles. L'obscurité entre les étoiles, qui ressemblait à l'endroit le plus vide et donc le plus sûr où nous pourrions être, se révèle avoir sa propre forme d'inquiétude. Elle est irradiée par les rayons cosmiques sans aucun bouclier pour les arrêter. Elle est froide presque au-delà de la mesure. Elle est pleine de mondes gelés et sans soleil qui surpassent les étoiles en nombre et que nous ne pouvons pas voir. Et elle cache son contenu si complètement qu'une planète entière pourrait dériver près de nous sans être remarquée. Le vide n'est pas rassurant. Le vide est un rideau. Nous allons maintenant voyager assez loin pour que les étoiles commencent à se rassembler, que le gaz commence à s'épaissir, que nous approchions les grandes structures de la galaxie où les étoiles sont fabriquées. Nous nous dirigeons vers les bras spiraux. Et dans les bras spiraux, l'obscurité va céder la place à la lumière. Et la lumière va être bien plus dangereuse que l'obscurité ne l'a jamais été. La Voie lactée est une spirale barrée avec une barre droite d'étoiles en travers de son centre et des bras s'enroulant vers l'extérieur depuis les extrémités de la barre. Ces bras sont le trait le plus beau de la galaxie. Et ils sont la raison pour laquelle nous allons maintenant troquer la solitude de l'obscurité contre un genre de peur différent et pire. Parce que les bras spiraux sont là où la galaxie fabrique ses étoiles, et fabriquer une étoile et détruire un monde se révèle être la même activité se produisant au même endroit. Laissez-moi d'abord corriger quelque chose que vous croyez probablement à propos des bras, parce que la vérité est plus étrange et elle compte pour ce qui suit. Vous pourriez imaginer les bras spiraux comme des courants fixes d'étoiles, avec chaque étoile verrouillée dans son bras et tournant avec lui. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Les bras ne sont pas faits des mêmes étoiles au fil du temps. Ce sont des ondes de densité, des schémas de compression qui se déplacent à travers la galaxie à leur propre vitesse, et les étoiles y entrent et en sortent comme les voitures entrent et sortent d'un embouteillage. L'embouteillage reste grossièrement au même endroit sur l'autoroute, mais les voitures individuelles changent constamment, entrant dans la congestion par l'arrière, rampant à travers la zone encombrée et accélérant une fois qu'elles ont franchi l'avant. Quand le gaz se comprime, il s'effondre, et quand le gaz s'effondre, il forme des étoiles. Les bras spiraux sont des régions où le gaz ténu de la galaxie est pressé ensemble, assez dense pour tomber sur lui-même sous sa propre gravité et s'embraser en nouveau soleil.
Les bras sont littéralement les pouponnières de la galaxie. Chaque étoile que vous pouvez voir, y compris le Soleil, est née dans une région comme celle-ci. Les bras brillent intensément parce qu'ils sont pleins d'étoiles fraîchement frappées, y compris les types les plus massifs et les plus lumineux, les étoiles bleues chaudes qui brûlent des milliers de fois plus brillamment que le Soleil. Et c'est là que la beauté se retourne. Ces étoiles massives, brillantes et bleues, celles qui font briller le bras, ne vivent pas longtemps. Une étoile comme le Soleil brûle régulièrement pendant environ 10 milliards d'années. Mais les étoiles les plus massives, les géantes qui illuminent les bras spiraux, brûlent leur carburant en seulement quelques millions d'années. Un battement de cils cosmique, et puis elles meurent. Et elles meurent en supernovae. Les bras spiraux ne sont donc pas seulement des pouponnières. Ils sont aussi, au même moment et aux mêmes endroits, les terrains d'exécution de la galaxie. Le gaz s'effondre. Les étoiles massives s'allument. Elles flambent pendant quelques millions d'années. Et puis elles détonnent, bombardant la région environnante de radiation et d'ondes de choc, ensemençant de nouveaux effondrements qui forment de nouvelles étoiles, qui à leur tour exploseront. Création et annihilation ne sont pas des événements séparés dans les bras. Elles sont un seul processus continu. Les bras fabriquent des étoiles et défont des mondes dans le même souffle. Notre position dans tout cela est une autre pièce de la chance tranquille que nous ne cessons de découvrir. Nous ne sommes pas enfouis dans le cœur encombré d'un bras majeur, où les étoiles massives se regroupent et les supernovas tirent le plus souvent. Nous sommes sur le côté, dans un éperon plus doux, parfois appelé le bras d'Orion ou l'éperon local, observant les grands bras depuis une distance confortable. C'est le moment de dire quelque chose qui devrait véritablement changer la façon dont vous percevez votre propre existence. Vous avez été fabriqué dans un endroit où vous ne pourriez pas survivre aujourd'hui. Chaque atome de fer dans votre sang, chaque atome de calcium dans vos os, chaque atome d'oxygène que vous êtes en train de respirer en ce moment a été forgé à l'intérieur d'une étoile massive et dispersée dans l'espace par une supernova. La matière qui est devenue le Soleil, la Terre, les océans et vous a été rassemblée à partir des débris enrichis d'étoiles antérieures qui ont vécu et sont mortes dans les voies encombrées et irradiées des bras spiraux. Vous êtes le produit de la violence stellaire. L'endroit qui vous a fabriqué vous tuerait. Ce n'est pas une contradiction. C'est simplement ce qu'est une galaxie. Le Soleil lui-même est né de cette façon, dans une foule. Les étoiles se forment en amas, des dizaines, des centaines ou des milliers d'entre elles se condensant ensemble à partir du même nuage en effondrement. Et notre Soleil était l'un d'une famille, entouré à sa naissance par des centaines d'étoiles sœurs formées du même gaz au même moment. Au cours des 4,5 milliards d'années écoulées depuis, les 12 différences dans leurs orbites ont emporté les sœurs du Soleil loin de lui, les dispersant autour de la galaxie jusqu'à ce qu'elles soient perdues parmi les centaines de milliards d'autres étoiles. Quelque part là-bas, en ce moment, se trouvent des étoiles nées du même nuage que notre Soleil, des sœurs chimiques de l'étoile qui éclaire notre ciel, et nous ne pouvons pas les distinguer. La famille de naissance du Soleil a été dispersée à travers toute la galaxie, et le Soleil chemine seul maintenant dans sa voie tranquille, sans mémoire et sans trace de la foule d'où il vient. La grande fortune du Soleil, l'une des multiples pièces de chance étroites qui nous ont maintenus ici, est que son orbite ne le transporte pas de façon répétée et violente à travers ses bras. Le Soleil se déplace à travers la galaxie à une vitesse proche de celle du motif spiral lui-même, près de ce que les astronomes appellent le rayon de corotation, la distance spéciale à laquelle une étoile et l'onde de densité gardent le pas. Parce que nous nous déplaçons presque à la vitesse du motif, nous traversons les bras relativement rarement et doucement plutôt que de les labourer encore et encore comme le font les étoiles à d'autres distances. Pensez à combien ce fil de sécurité est ténu. Si le Soleil orbitait un peu plus vite ou un peu plus lentement par rapport au motif spiral, il traverserait les bras encombrés et explosifs bien plus souvent. Et chaque passage exposerait le système solaire à un gaz plus dense, plus de radiation et une plus grande chance d'une supernova proche. La stabilité qui a permis à la vie sur Terre de se développer pendant des milliards d'années dépend peut-être en partie de l'accident que notre étoile se trouve orbitée près du rayon de corotation, gardant le pas avec les bras plutôt que de foncer à travers eux. Une fois encore, notre sécurité n'est pas un mur. C'est une coïncidence de mouvement. Une question d'orbiter exactement à la bonne vitesse pour éviter les endroits dangereux. Faisons une halte et tenons-nous immobiles, à mi-chemin de notre voyage, et regardons en arrière la route que nous avons parcourue. Nous avons commencé sous un ciel paisible et appris que la paix était la vue depuis l'intérieur d'une cavité soufflée par des étoiles mortes. Nous avons voyagé jusqu'au bord du territoire solaire et découvert que ce bord est à plus d'une année-lumière et est remué par les étoiles de passage. Nous avons traversé l'obscurité entre les étoiles et l'avons trouvée froide, irradiée et pleine de mondes gelés et sans soleil que nous ne pouvons pas voir. Et nous sommes entrés dans les bras spiraux et avons découvert que les endroits où la galaxie fabrique ses étoiles sont les mêmes endroits où elle détruit des mondes. Chaque pas a retiré une couche de protection et révélé un peu plus de la machine en dessous. Maintenant, nous allons regarder le danger qui n'a pas du tout besoin que nous voyagions vers lui. Le danger qui peut traverser les distances vides et nous atteindre là où nous nous tenons.
Le rayon de danger pour une supernova est estimé quelque part entre 25 et 50 années-lumière. Rappelons que le fer 60 dans nos fonds océaniques nous dit qu'une ou plusieurs supernovae ont explosé à environ 300 années-lumière de la Terre, il y a environ 2 à 3 millions d'années. 300 années-lumière est confortablement en dehors du rayon de danger. Mais asseyez-vous un instant avec l'arithmétique. Le rayon de danger est de 25 à 50 années-lumière. Les explosions que nous pouvons physiquement détecter dans nos propres archives géologiques se sont produites à 300. C'est une marge confortable, mais ce n'est pas une marge infinie. Et le même processus qui a placé ces explosions à 300 années-lumière aurait pu, à un autre jet de dés, en placer une à 40. Il y a pire, et cela peut atteindre bien plus loin. Certaines morts stellaires rares produisent des sursauts gamma, les explosions les plus énergétiques que la galaxie produise, dans lesquelles l'étoile mourante canalise une fraction énorme de son énergie en 2 faisceaux étroits de rayons gamma tirés le long de son axe. Un sursaut gamma concentre sa puissance si étroitement qu'il peut être dangereux à des milliers d'années-lumière si l'un de ces faisceaux se trouve être pointé vers vous. Il ne faut pas s'attendre à ce que le sursaut atteigne la surface. Les rayons gamma eux-mêmes sont absorbés haut dans l'atmosphère, mais quand ils sont absorbés, ils déchirent les molécules de l'air supérieur. Et dans les débris, ils entraînent des réactions chimiques qui détruisent l'ozone, la mince couche de gaz qui protège la surface de la lumière ultraviolette du Soleil. Ce n'est pas le sursaut qui tue. C'est ce que le sursaut fait à l'atmosphère et ensuite ce que le Soleil non protégé fait après. Pendant des années après un sursaut gamma ou une supernova proche, avec la couche d'ozone arrachée, la lumière ordinaire du Soleil tombant sur la planète porterait bien plus de radiation ultraviolette que la vie à la surface n'est faite pour supporter. Une seule explosion à des milliers d'années-lumière pourrait transformer la propre lumière de la planète en un poison lent. C'est ainsi que quelque chose d'aussi distant peut encore être mortel. Il n'a pas besoin de vous atteindre, il a seulement besoin de briser le bouclier entre vous et l'étoile autour de laquelle vous orbitez déjà. En 2004, un groupe d'astronomes a proposé l'idée d'une zone habitable galactique, une région de la galaxie où les conditions pour la vie complexe pourraient être remplies. Et leur conclusion était qu'il s'agit d'une bande assez mince. Trop près du centre de la galaxie et la densité d'étoiles est élevée, les supernovae sont fréquentes et la radiation est intense, de sorte que les planètes sont dérangées et stérilisées de façon répétée avant que la vie puisse se développer. Trop loin vers le bord et il n'y a pas assez d'éléments lourds, parce que la galaxie extérieure a vu moins de générations d'étoiles pour les forger et les disperser, de sorte que les planètes rocheuses comme la Terre peinent à se former. Entre les deux se trouve une bande habitable, très grossièrement de 13 000 à 33 000 années-lumière du centre. Le Soleil, à environ 26 000 années-lumière, s'inscrit confortablement à l'intérieur. Considérez combien de conditions séparées cette bande requiert pour s'aligner. Nous ne sommes pas simplement dans un bon emplacement. Nous sommes dans un emplacement qui satisfait toute une liste de conditions séparées simultanément, et la plupart de la galaxie échoue à au moins l'une d'entre elles. La localisation au sein de la galaxie compte énormément pour savoir si un endroit peut être sûr assez longtemps pour que la vie s'y développe. Il ne suffit pas d'avoir une planète à la bonne distance d'une étoile avec de l'eau liquide et une atmosphère stable. Cette planète doit aussi se trouver dans une partie de la galaxie qui la laissera tranquille, qui ne la grillera pas avec une supernova proche, ou ne dépouillera pas son système solaire extérieur avec une étoile de passage, pendant les milliards d'années que la vie complexe semble requérir. Et les parties de la galaxie qui laisseront une planète tranquille sont une minorité du tout. La majeure partie de la galaxie n'est pas la voie tranquille. La majeure partie de la galaxie est la majorité encombrée, irradiée et perturbée, et seule une bande fortunée à la bonne distance du centre offre le long calme dont la vie a besoin. Tournons-nous maintenant vers l'intérieur, vers le centre, où les distances se rétrécissent et les étoiles se rassemblent, et où l'encombrement même qui remplit le ciel de lumière rend le long calme dont la vie a besoin presque impossible à trouver. Plus nous voyageons vers l'intérieur, vers le centre de la galaxie, plus les étoiles se rassemblent. Là où le Soleil habite dans la banlieue tranquille, les étoiles sont clairsemées. L'étoile la plus proche du Soleil est à plus de 4 années-lumière. Mais à mesure que nous avançons vers l'intérieur, cet espacement rétrécit, et il rétrécit non pas progressivement, mais de façon dramatique. Dans les quelques années-lumière centrales de la galaxie, la densité d'étoiles n'est pas le double de ce qu'elle est près du Soleil, ni 10 fois, ni 100 fois. Elle est de l'ordre de millions de fois plus élevée. Là où le Soleil a une poignée d'étoiles à moins de 10 années-lumière, une planète près du centre galactique pourrait avoir des millions d'étoiles dans le même rayon. Le ciel nocturne depuis un tel monde serait encombré de points brillants, des milliers d'entre eux plus lumineux que n'importe quelle étoile dans notre ciel. Les cieux entiers lavés d'une lueur permanente si vive qu'il pourrait n'y avoir aucune véritable obscurité du tout. Ce serait beau au-delà de tout ce que nous pouvons voir depuis la Terre, et ce serait une catastrophe pour quoi que ce soit essayant d'y vivre. Le danger de l'encombrement n'est pas ce qu'on pourrait d'abord deviner. Le risque n'est pas que les étoiles se heurtent les unes aux autres. Même entassées des millions de fois plus densément que dans notre voisinage,
Les étoiles restent minuscules comparées aux distances qui les séparent. Les collisions directes restent rares. Le danger est plus subtil et d'une certaine manière pire. Dans une région encombrée, les étoiles passent fréquemment les unes près des autres. Et quand une étoile passe près du système planétaire d'une autre, sa gravité perturbe ce système. Elle peut arracher les planètes extérieures, les projeter dans l'espace interstellaire et déchirer le nuage de comètes faiblement retenu, envoyant un barrage de corps glacés tomber vers les planètes intérieures. Souvenez-vous du nuage de Oort et de comment une seule étoile de passage, dans plus d'1 million d'années, remuera le nôtre depuis 62 années-lumière. Maintenant, imaginez une région où de tels passages rapprochés ne sont pas des événements une fois tous les millions d'années mais routiniers, se produisant encore et encore au cours de la vie d'un système planétaire. Une planète dans la galaxie intérieure encombrée ne peut pas compter sur le fait d'être laissée tranquille. Les longs milliards d'années tranquilles et sans perturbation dont la vie sur Terre a joui seraient presque impossibles à maintenir dans la foule. Tous les quelques millions d'années, une autre étoile passerait assez près pour secouer le système, pour faire pleuvoir des comètes, pour pousser l'orbite de la planète. La stabilité, la seule chose dont la vie semble avoir besoin par-dessus tout, est exactement ce que l'encombrement enlève. Il y a une ironie plus profonde enfouie là-dedans. La galaxie intérieure n'est pas seulement plus dangereuse, elle est aussi, d'une certaine façon, plus riche. Elle a vu plus de générations d'étoiles vivre et mourir, et chaque génération forge des éléments lourds et les disperse dans le gaz. En principe, cela devrait faire de la galaxie intérieure un bon endroit pour construire des mondes. Il y a beaucoup de la bonne matière là-bas. Et pourtant, le même encombrement qui l'a rendue riche la rend aussi mortelle. La galaxie intérieure est un endroit avec tous les ingrédients pour la vie et aucune de la paix. C'est une cuisine bien approvisionnée et en permanence en feu. Au tout centre de la foule se trouve sa concentration la plus dense de toutes. Un nœud serré d'étoiles entassé autour du noyau galactique si étroitement qu'il forme une structure distincte. Un amas stellaire nucléaire des millions de fois plus dense que notre voisinage. Des millions d'étoiles sont comprimées dans une région de seulement quelques années-lumière de diamètre, orbitant les unes autour des autres et autour de la masse centrale dans un essaim lent et grinçant. Si vous essayiez de construire un système planétaire stable dans cet essaim, les passages rapprochés constants des étoiles voisines le déchireraient avant qu'il ne puisse jamais se stabiliser. Rien là-bas ne reste en paix longtemps. C'est l'opposé de tout ce que la vie requiert, et cela se trouve au centre exact de la structure que nous regardons et que nous appelons paisible. Nous avons atteint le centre de la galaxie, et je veux vous dire exactement ce qui se trouve ici. Au cœur de la Voie lactée, au point autour duquel la structure entière tourne, se trouve un trou noir. Pas un trou noir de masse stellaire, le genre laissé derrière quand une seule étoile massive meurt, mais quelque chose dans une catégorie entièrement différente. Un trou noir supermassif avec une masse d'environ 4,15 millions de fois la masse du Soleil. Son nom est Sagittarius A étoile, et il se trouve à environ 26 000 années-lumière de l'endroit où vous êtes assis, et vous êtes en orbite autour de lui toute votre vie sans jamais l'avoir senti. L'horizon des événements de Sagittarius A étoile, la frontière au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, mesure seulement environ 12 millions de kilomètres de diamètre. Cela semble beaucoup jusqu'à ce que vous le compariez au système solaire. 12 millions de kilomètres, c'est plus petit que l'orbite de Mercure, la planète la plus intérieure. L'objet qui ancre la rotation de 100 milliards d'étoiles tiendrait confortablement à l'intérieur de l'orbite de la planète la plus proche de notre propre Soleil. Il n'est pas grand. Il est dense au-delà de l'imagination. 4 millions de soleils écrasés dans un espace plus petit que le système solaire intérieur. Nous l'avons effectivement vu, ce qui est l'un des grands accomplissements de la science récente. Les astronomes ont suivi les mouvements d'étoiles individuelles près du centre pendant de nombreuses années. Et ils ont regardé ces étoiles tournoyer autour de quelque chose de massif et d'invisible, traçant des orbites qui ne pouvaient s'expliquer que par une énorme concentration de masse dans un minuscule volume. Ce travail a remporté le prix Nobel de physique 2020. Et puis, en mai 2022, un réseau de radiotélescopes répartis à travers la Terre, travaillant ensemble comme un seul instrument de la taille de la planète, a produit une image réelle de Sagittarius A étoile, un anneau de lumière courbé autour d'une ombre centrale sombre, la silhouette du trou noir lui-même contre le gaz incandescent tourbillonnant autour de lui. C'est une photographie du bord du néant. Autour de Sagittarius A étoile orbite un groupe d'étoiles que les astronomes appellent les étoiles S, et elles se déplacent d'une manière qu'aucune étoile près du Soleil ne se déplace jamais. L'une d'elles, appelée S2, orbite autour du trou noir une fois tous les 16 ans. 16 ans pour boucler le centre de la galaxie, quand le Soleil met plus de 200 millions d'années pour sa bien plus grande orbite. Et au point le plus rapproché de son orbite, quand S2 se balance le plus près du trou noir, elle se déplace à environ 5000 km par seconde. C'est presque 3% de la vitesse de la lumière. Une étoile, un objet comme notre Soleil, fouetté autour d'un point de pure gravité à 3% de la vitesse de la lumière. Voici le fait qui devrait véritablement vous troubler. Sagittarius A étoile est calme en ce moment. Il se nourrit lentement, ne tirant du gaz qu'occasionnellement.
Et selon les standards des trous noirs supermassifs, il est pâle et calme. Mais il n'a pas toujours été calme. Au-dessus et en dessous du centre de la galaxie, les astronomes ont trouvé deux structures énormes. Des lobes de gaz chauds brillants en rayons gamma, s'étendant sur environ 25 000 années-lumière au-dessus du plan galactique et environ 25 000 en dessous. Environ 50 000 années-lumière de bout en bout. On les appelle les bulles de Fermi, découvertes en 2010, et elles sont presque certainement le fossile d'une éruption passée. Le trou silencieux au centre n'était pas si silencieux il n'y a pas si longtemps. Il s'est nourri violemment et en se nourrissant, a projeté un énorme jaillissement d'énergie le long de l'axe de la galaxie, gonflant ces deux grandes bulles que nous voyons encore briller aujourd'hui. Des preuves assemblées en 2019 pointent vers une flambée violente de Sagittarius A étoile il y a environ 3,5 millions d'années. Une éruption qui a envoyé un cône de radiation ionisante exploser vers l'extérieur depuis le centre de la galaxie, si puissante qu'elle a illuminé un courant de gaz appelé le courant magellanique à plus de 200 000 années-lumière de distance. Il y a 3,5 millions d'années. Ce n'est pas le passé lointain de l'univers. C'est à l'intérieur de l'histoire de notre propre lignée. Quand Sagittarius A étoile a rugi pour la dernière fois, il y avait déjà des ancêtres bipèdes des nôtres sur les plaines d'Afrique. Près d'un trou noir, la gravité est si forte qu'elle déforme non seulement l'espace mais le temps. Pour un observateur regardant depuis une distance sûre, une horloge près de l'horizon des événements semble battre de plus en plus lentement à mesure qu'elle s'en approche, jusqu'à ce qu'exactement à l'horizon, elle semble se figer entièrement. Le temps lui-même s'étire et ralentit dans l'emprise de tant de gravité. Le centre de notre galaxie est le seul endroit à notre portée où le passage régulier et lisse du temps que nous tenons pour acquis se décompose visiblement. Nous n'avons pas encore fini, parce que, aussi terrifiant que soit le centre, il y a quelque chose d'encore plus grand entourant tout cela. Quelque chose qui pèse plus que toutes les étoiles et tous les trous noirs combinés. Et c'est complètement invisible. Tout ce que nous avons regardé jusqu'ici, chaque étoile, chaque nuage de gaz, chaque supernova, le centre encombré et le trou noir en son cœur, tout cela ensemble n'est qu'une petite fraction de ce que la galaxie est réellement. La masse totale de la Voie lactée est de l'ordre de 1000 à 1500 milliards de fois la masse du Soleil. Mais si vous additionnez toutes les étoiles, tout le gaz, toute la poussière, tout ce qui émet de la lumière ou la bloque, tout ce que nous pouvons réellement voir, vous ne rendez compte que d'une petite tranche de ce total, très grossièrement entre 5 et 15%. Le reste, l'écrasante majorité de la masse de la galaxie, est quelque chose que nous ne pouvons pas voir du tout. Nous l'appelons la matière noire, et la vérité honnête est que nous ne savons pas ce que c'est. Cette matière invisible n'est pas disposée en rangées comme les étoiles. Les étoiles forment un disque plat, une fine roue lumineuse d'environ 100 000 années-lumière de diamètre et d'à peine 1000 années-lumière d'épaisseur. Mais la matière noire forme un nuage grossièrement sphérique, un halo qui entoure et éclipse le disque visible, s'étendant vers l'extérieur non pas sur 100 000 années-lumière, mais de l'ordre de centaines de milliers, atteignant possiblement 1 million d'années-lumière ou plus de rayons. La vraie forme de la galaxie n'est donc pas du tout la roue plate que nous imaginons. La roue est une fine graine brillante posée au centre d'un gigantesque nuage invisible, grossièrement sphérique, de matière inconnue. Quand vous levez les yeux vers la bande de la Voie lactée, vous voyez le petit noyau lumineux d'une structure qui est principalement une sphère sombre que vous ne pouvez percevoir par aucun moyen, sauf sa gravité. La galaxie que vous pouvez voir est un ornement éclairé suspendu à l'intérieur d'une galaxie que vous ne pouvez pas voir. Nous essayons d'identifier la matière noire depuis des décennies et nous avons échoué. Elle n'est pas faite d'atomes ordinaires, sinon nous la verrions interagir avec la lumière. Elle semble être une forme de matière qui n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière du tout, qui traverse la matière ordinaire presque sans se faire remarquer, qui ne se révèle que par la gravité. Des physiciens ont proposé de nombreux candidats, des particules exotiques, et ont construit des détecteurs d'une sensibilité exquise, loin sous terre, pour essayer d'attraper ne serait-ce qu'une seule d'entre elles interagissant avec la matière ordinaire. Et année après année, les détecteurs sont revenus bredouilles. Nous savons que la matière noire est là parce que nous pouvons la peser par sa gravité, et elle pèse plus que tout ce que nous pouvons voir par un facteur de 5 ou plus. Mais nous ne pouvons pas dire ce que c'est. Le plus grand composant unique de notre propre galaxie, la substance qui constitue la majeure partie de la structure à l'intérieur de laquelle nous vivons, est un mystère que nous n'avons pas résolu. Asseyez-vous avec le vertige de tout cela. Presque tout ce qui maintient la galaxie ensemble, presque tout ce qui lui donne sa forme, son mouvement et sa gravité, est quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu ni identifié. Nous vivons à l'intérieur d'une structure dont l'ingrédient principal ne peut être nommé. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie dans une maison, connu chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre, et puis appris que 90% de la maison était fait d'un matériau que vous n'aviez jamais vu, que vous ne pouviez pas toucher et que vous ne pouviez pas identifier. Et la galaxie ne se contente pas de retenir les choses, elle en jette aussi. Parfois, une paire d'étoiles, un système binaire, s'aventure trop près du trou noir et la rencontre déchire la paire, capturant une étoile dans une orbite serrée autour du trou noir
et propulsant l'autre vers l'extérieur à une vitesse extraordinaire. Les astronomes appellent le résultat une étoile hyperrapide, et ils en ont trouvé de vraies étoiles filant à travers la galaxie assez vite pour s'en échapper entièrement. L'une d'elles, découverte en 2019, quitte la galaxie à environ 1755 km par seconde. Une étoile, un soleil entier, jeté hors de la galaxie par le trou noir au centre, se déplaçant assez vite pour ne jamais revenir. La Voie lactée ne s'est pas formée d'un seul coup, entière et achevée. Elle a grandi, et la façon dont elle a grandi est en mangeant. Au fil de milliards d'années, la galaxie a attiré de plus petites galaxies qui s'étaient aventurées trop près, les a déchirées par sa gravité et a absorbé leurs étoiles en elles-mêmes. L'une des plus grandes de ces nourritures s'est produite tôt, il y a environ 8 à 10 milliards d'années, quand la jeune Voie lactée est entrée en collision avec une galaxie substantielle et l'a consommée. Les astronomes ont trouvé ces restes cachés à la vue de tous. Toute une population d'étoiles se déplaçant sur des orbites inhabituelles et allongées, partageant toutes le même mouvement distinctif, et la seule explication sensée était qu'elles avaient autrefois appartenu à une galaxie séparée que la Voie lactée avait avalée il y a longtemps. Quand vous regardez certaines étoiles dans le ciel, vous regardez peut-être les survivantes d'une galaxie qui est morte pour construire la nôtre. En ce moment, dans le présent, la Voie lactée est en train de déchirer au moins une galaxie plus petite, la galaxie naine du Sagittaire, qui s'est aventurée trop près et est tirée en long courant d'étoiles qui s'enroulent autour de notre galaxie, comme les fils s'effilochant de quelque chose lentement déchiré. Les deux nuages de Magellan, les plus grands compagnons de la Voie lactée, sont liés à nous et déformés par notre gravité. Traînant un grand courant de gaz derrière eux, le même courant que Sagittarius A étoile a illuminé quand il a flambé il y a 3,5 millions d'années. Le disque de la Voie lactée, que nous imaginons habituellement comme un plan plat et ordonné, n'est pas plat. Il est gauchi, recourbé vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre, comme le bord d'un chapeau, et il ondule de vagues le traversant. Ces distorsions sont très probablement les cicatrices de rencontres passées, la galaxie vibrant encore des collisions avec les plus petites galaxies qu'elle a attirées et déchirées. Et le Soleil lui-même ne chemine pas sereinement dans un plan parfait. Tandis qu'il orbite autour du centre, il monte et descend aussi à travers le disque galactique, s'élevant au-dessus du plan encombré et redescendant à travers lui selon un cycle qui prend quelque chose comme 30 à 70 millions d'années. Il y a un dernier repas encore à venir, et c'est le plus grand de tous. La plus proche grande voisine de la Voie lactée est la galaxie d'Andromède, une spirale encore plus grande que la nôtre, à environ 2,5 millions d'années-lumière de distance, et elle approche. Pendant des années, les manuels affirmaient clairement que dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède entreraient en collision et fusionneraient en une seule galaxie plus grande. Mais en 2025, une nouvelle analyse minutieuse a réexaminé cette certitude et a trouvé qu'elle n'était pas si certaine après tout. Quand les effets des autres galaxies proches étaient inclus, les chances d'une collision dans les 10 prochains milliards d'années sont tombées à seulement environ 50%. Un pile ou face. Le seul grand événement futur que nous pensions pouvoir prédire à propos de notre galaxie se révèle être véritablement incertain. Répondons maintenant à la question, puisque nous avons gagné le droit de le faire. Pourquoi notre galaxie devient-elle plus effrayante à mesure que vous voyagez? La réponse est celle-ci. La galaxie ne devient pas plus effrayante parce que les parties lointaines sont inhabituellement dangereuses. Elle devient plus effrayante parce que la partie proche, la partie où nous vivons, est inhabituellement sûre. Et partout où vous allez, vous laissez cette sécurité rare derrière vous. Nous n'avons pas voyagé vers le danger ce soir. Nous nous sommes éloignés d'un accident de protection, et chaque pas a révélé un peu plus de ce à quoi la galaxie ressemble réellement quand la protection a disparu. La peur ne venait pas des destinations. Elle venait du retrait régulier de l'abri dont nous ne savions pas que nous l'avions. La galaxie effrayante n'est pas un lieu exotique et lointain. La galaxie effrayante est la galaxie normale. C'est notre voie tranquille qui est l'exception. Et nous avons passé toute notre histoire à prendre l'exception pour la règle. Et remarquez que ce recadrage ne rend pas notre situation plus dangereuse qu'elle ne l'était quand la nuit a commencé. Rien dans la galaxie n'a changé pendant que nous la traversions. Les supernovae étaient toujours là. Le centre encombré tournait toujours. La matière noire nous entourait toujours. La galaxie mangeait toujours ses voisines. Tout ce qui a changé, c'est ce que vous savez. Vous avez commencé la nuit en croyant que vous viviez dans un endroit paisible, et vous la terminez en sachant que vous vivez dans une poche abritée rare d'un endroit violent. Et la seule chose qui a bougé entre ces deux états est votre compréhension. Et voici le contrepoids. La chose qui empêche ceci d'être une histoire d'effroi. Dans toute cette violence, dans tout cet encombrement et cette radiation et cette masse invisible et ce cannibalisme, une mince voix de la galaxie a fait quelque chose que le reste d'elle, pour autant que nous le sachions, n'a jamais réussi. Elle est restée calme assez longtemps. Elle est restée abritée assez longtemps et stable assez longtemps et non perturbée assez longtemps pour que quelque chose s'assemble lentement à partir des débris de vieilles étoiles. Des atomes forgés dans les bras spiraux se sont rassemblés en un monde. Et sur ce monde, au long de milliards d'années tranquilles que la galaxie encombrée n'aurait jamais pu permettre,
ces atomes se sont arrangés en êtres vivants. Et ces êtres vivants sont finalement devenus assez complexes pour lever les yeux et pour s'émerveiller et pour mesurer. Chaque fait que je vous ai dit ce soir, la distance jusqu'au centre, la masse du trou noir, la vitesse des étoiles S, le poids invisible du halo, les cadavres de galaxies dévorées, tout cela a été élucidé par des créatures faites de débris galactiques, debout sur une petite planète dans la voie tranquille, tournant leurs instruments vers la chose qui les a fabriqués. C'est le fait le plus étrange et le plus beau de tous. La galaxie est principalement invisible, principalement violente, principalement hostile au long calme que la vie requiert. Et pourtant, une petite partie d'elle, une voix fortunée, a fait pousser quelque chose qui pouvait cartographier le tout. Nous sommes la partie de la galaxie qui s'est regardée elle-même. Alors, ressortez la prochaine nuit claire et levez les yeux vers cette douce bande de lumière. Vous savez maintenant ce qu'elle est. Vous savez que c'est une bulle soufflée par des étoiles mortes, un bras qui fabrique et défait des mondes, une foule trop dense pour la stabilité, un centre qui rugit, un halo que vous ne pouvez pas voir, une machine qui se construit encore à partir des corps d'autres galaxies. Vous savez que plus vous y voyagez, plus cela devient effrayant. Et vous savez exactement pourquoi. Parce que vous êtes debout dans la seule voie tranquille, regardant vers l'extérieur le reste. Mais vous savez aussi que vous êtes la partie d'elle qui a regardé, et il y a une sorte de paix là-dedans, une paix plus profonde que le faux calme par lequel nous avons commencé. Parce que c'est une paix qui a regardé la structure terrifiante tout entière avec des yeux ouverts, et a trouvé au milieu de toute cette violence le seul petit endroit abrité, où quelque chose a appris à la comprendre. Cet endroit est votre foyer. Il est étroit et il est temporaire, et c'est l'adresse la plus sûre et la plus remarquable de la galaxie. Reposez-vous ici ce soir. Vous êtes dans la voie tranquille, et la voie tranquille tient bon. Et au-dessus de vous, la machine énorme tout entière tourne lentement, et pour l'instant doucement autour du petit monde chaud où la galaxie a appris pour la première fois à comprendre ce qu'elle était.